Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information au sommaire de l'actualité du jour. Le nord du Mali sur le qui-vive depuis les affrontements qui ont eu lieu ce dimanche dans la ville de Ménaka, et ce malgré la signature d'un accord de paix vendredi dernier. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo a quitté le Niger ce lundi au terme d'une visite de 24 heures, durant laquelle il a rencontré son homologue nigérien Issoufou Mahamadou. Retour sur cette visite et ses enjeux dans ce journal. Et puis du sport en fin d'émission avec les préparatifs de la CAN 2017 au Gabon. La signature de l'accord de paix ce vendredi 15 mai n'aura pas permis de calmer toutes les tensions au Mali, où la situation reste confuse, notamment dans la ville de Ménaka, au nord-est du pays. Ce dimanche, les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad se sont affrontés aux groupes armés pro-gouvernementaux. Plusieurs victimes sont à dénombrer. Les explications d'Arwa Barkala. Des coups de feu ont encore été entendus ce dimanche 17 mai à Ménaka. Dans le nord du Mali, malgré la signature d'un accord de paix vendredi, le groupe armé pro-gouvernemental, le Gassia, persiste à vouloir défendre la ville, tandis que l'Azawad insiste pour en reprendre le contrôle. Ils ne sont pas d'accord parce que la preuve avec le lendemain de la signature, donc la partie de la CEMA qui a signé, celui qui a signé au nom de la CEMA, Mohamedine Ag, il a été démis de ses fonctions. Donc, ça, c'est la partie qui a accepté de venir à Bamako. Donc, ils sont deux à signer au nom de la CEMA. Il y a Mohamedine et puis il y a Younoussa Touré, le professeur Younoussa Touré. Ils sont les deux à signer. Mais dès le lendemain de la signature, l'autre a été dédonné. Tour à tour, les groupes armés de l'Azawad et le Gassia revendiquent le contrôle de la ville et sèment de concert la confusion, faisant sur leur champ de bataille plusieurs victimes. De son côté, l'ONU accuse le Gassia d'avoir violé le cessez-le-feu. La situation au nord du Mali reste incertaine en dépit de la signature de l'accord de paix. Donc ça, c'est la partie qui a accepté de venir à Bamako. Donc ils sont deux à signer au nom de la CEMA. Il y a Mohamedine et puis il y a Younoussa Touré, le professeur Younoussa Touré. Ils sont les deux à signer. Mais dès le lendemain de la signature, l'autre a été dédonné. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Et le MNLA, l'autre partie du MNLA qui a paraphé l'accord à Alger, mais qui n'est pas venu à Bamako, donc n'est pas pour l'instant dans la logique de signer. Parce que c'est eux qui sont à la base de l'attaque de Ménaka. Dans le cadre du cessez-le-feu, à Bamako, on refuse l'envoi de nouvelles troupes pour soutenir le Gassia. Pour l'heure, dans la ville de Ménaka et en périphérie, les communications sont coupées et la population est le véritable laissé-pour-compte de cette confusion. Les partis politiques burkinabés s'affairent aux préparatifs de la présidentielle d'octobre prochain. Ce dimanche, l'avocat Benewende Sankara a été désigné candidat des sankaristes pour ce scrutin d'envergure. Ce fut à l'issue de la convention pour le renouveau des sankaristes tenue les 16 et 17 mai dernier. Ce samedi, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, s'est quant à elle rassemblée dans l'arrondissement 7 de la capitale burkinabé, Ouagadougou. Un meeting auquel ont pris part de nombreux membres du bureau politique national du parti, dont le président Zéphirin Diabré que nous écoutons. La notion d'opposition actuellement n'a plus grand sens par rapport à ce qu'elle était il y a quelques mois lorsque nous étions tous face au CDP et à ses alliés. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans une reconfiguration politique tout à fait complète et nouvelle. Et donc il est normal que chacune des formations d'abord s'organise en interne et voit l'élection présidentielle d'abord comme étant un scrutin auquel elle va participer en tant que parti politique. Nous, à l'IPC, c'est un secret de polichinelle. Nous sommes déjà sur le terrain dans des tournées préélectorales que nous avons commencé depuis le mois de janvier et qui sont un peu la préfiguration de notre campagne électorale. Et nous aurons l'occasion dans les semaines à venir d'avoir, à une date qui sera fixée, d'avoir un congrès pour présenter officiellement notre candidat. De la même manière, les autres partis politiques aussi sont sur le terrain. Certains sont à la phase de désignation de leur candidat, non pas en tant que parti, mais en tant que mouvance, comme ça a été le cas des sankaristes. Donc chacun d'abord va passer cet exercice-là. Est-ce qu'à la suite de ça, maintenant, il y aura des alliances, des regroupements? Je pense qu'il faut attendre de voir. Nous restons au Burkina Faso où Mariam Sankara, la veuve du président burkinabé, assassinée en 1987, a été entendue pour la première fois par le juge d'instruction ce lundi à Ouagadougou. Pour sa première audition dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de son époux, la veuve de Thomas Sankara a été entendue pendant 8 heures par le juge d'instruction militaire en présence de 4 avocats.
Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo était en visite ce lundi au Niger. Le président, qui a entrepris une réforme dans le secteur des hydrocarbures, s'est exprimé à Niamey en faveur du commerce interafricain avant d'inviter ses homologues africains à investir massivement dans son pays. Au terme de cette visite de 24 heures, un accord de coopération a été signé entre le Niger et la Guinée équatoriale. Le point avec Ibrahima Dioumaba. Nouvelle perspective dans les relations nigéro-équato-guinéennes. Le séjour de 24 heures du président Teodoro Obiang Nguema Basogo à Niamey a permis de raffermir les liens entre les deux pays. Résultat de cette visite, la mise en place d'un accord de coopération. Une coopération axée sur plusieurs secteurs tels que le transport aérien, le commerce, l'investissement et l'agriculture. Il y aura une desserte aérienne du Niger par la compagnie aérienne équato-guinéenne. Cela va rapprocher Malabo de Niamey, cela est important. J'ai retenu également la coopération qu'on va instaurer au plan bancaire et financier entre la Guinée équatoriale et le Niger. Et enfin, vous savez que le Niger est un grand pays d'élevage. Nous allons construire ici à Niamey un abattoir frigorifique de référence entre les deux pays. Du côté équato-guinéen, la coopération qui se met en place se situe dans le cadre d'un vaste programme pour favoriser l'intégration africaine. Nous pouvons travailler pour avoir une échange dans plusieurs domaines. En même temps, nous, les Africains, nous savons l'erreur de nous effectuer les visites entre nous. Seulement, nous pensons aller à la capitale de notre ancien puissant colonial. Nous pensons que nous devons commencer à encourager à notre peuple de connaître les pays africains. Deuxième activité après l'agriculture, l'élevage au Niger représente 11% du PIB national et 35% du PIB agricole. La Guinée équatoriale, quant à elle, veut diversifier ses sources de revenus fortement tributaires du pétrole. L'expérience de l'un pourrait servir à l'autre, notamment dans le secteur de l'agriculture. Une commission mixte des deux États va être mise en place pour rendre effective cette coopération. En Côte d'Ivoire, le pays inaugure sa toute première usine de transformation du cacao. Un paradoxe pour ce pays premier producteur de fèves de cacao au monde, mais qui ne produit quasiment pas de chocolat. Bien qu'implanté depuis 20 ans en Côte d'Ivoire, ce n'est donc que depuis ce lundi que l'entreprise Semois transforme les fèves de cacao en chocolat. Et puis du sport pour terminer, les Gabonais ont déjà les yeux rivés sur la CAN 2017, la Coupe d'Afrique des Nations qui représente pour les autorités gabonaises une opportunité de développement économique. Le reportage d'Ibrahima Dioumaba. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 au Gabon est très attendue par les autorités dans ce pays. Le ministre en charge des sports espère que la prochaine CAN va permettre une plus grande ouverture sur le pays, mieux que la co-organisation de l'édition 2012 avec la Guinée équatoriale. Il faut comprendre que la CAN est un moteur de développement. Il ne faut pas seulement voir la CAN comme le côté spectacle, le côté sportif. La CAN est un moteur de développement dans le sens où tous les secteurs d'activité vont être boostés pour pouvoir augmenter, améliorer le développement. Vous savez, lorsque nous avons préparé la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale, nous sommes partis d'un taux de croissance de moins 0,9% à plus 5,9%. L'État gabonais prévoit la réhabilitation de plusieurs infrastructures dans divers secteurs porteurs de son développement. De réelles perspectives se profilent à l'horizon de la CAN pour le Gabon. Dans tous les secteurs d'activité, nous allons restaurer le transport, les voies de communication. Nous allons restaurer les voies de télécommunication. Nous allons mettre des programmes de mise en valeur de notre patrimoine culturel. Il faut donc que les sociétés de théâtre, les sociétés qui font du spectacle puissent pouvoir s'organiser. Le Gabon a hérité de la CAN 2017 à la suite du forfait de la Libye, en proie à une guerre civile. Pays d'environ 2 millions d'habitants, il va accueillir pour la deuxième fois de son histoire la phase finale de la CAN. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez une nouvelle édition de l'information.